Est-ce que vous aussi, vous avez l'impression que la K-pop est niche et en même temps que c'est plus mainstream que jamais? Que c'est un phénomène mondial mais que peu de personnes vous en parlent ou en écoutent dans votre entourage? Est-ce que vous aussi, vous avez l'impression que ce genre de musique est tout ce qui fait déjà la pop américaine et pourtant tout ce qui s'en démarque? Comment ces impressions d'apparence paradoxale peuvent coexister? Bon, peut-être que vous ne vous posez pas ces questions parce que vous n'y connaissez rien à la K-pop et que vous avez cliqué sur cette vidéo en vous disant « Moi j'y comprends rien à cette histoire de K-pop, c'est quoi ce truc finalement ?» Bah ça tombe bien, parce que vous soyez un fan inconditionnel du K-pop ou une personne qui veut juste comprendre un peu plus ce que c'est, cette vidéo s'adresse à vous. En regardant cette vidéo, vous en saurez plus sur l'histoire politique et musicale de la K-pop, sur son industrie musicale et sur les influences qui l'ont façonnée. De la même façon que mes questions du début semblent paradoxales, on entend parfois dire que la K-pop est un genre nouveau, qui va à l'encontre du mainstream, et qu'elle transgresse de nombreux aspects auxquels la musique dominante nous a habitués. Mais quand on s'intéresse à la façon dont la K-pop est produite, on peut aussi se dire que c'est un genre très normé, formaté par une industrie musicale stricte, inspirée de la musique pop américaine. J'en viens donc à la question qui est le sujet de cette vidéo. Comment c'est possible ? Comment la K-pop parvient en même temps à avoir une image de niche transgressive, tout en s'inscrivant dans un genre musical mainstream et des modes de production très normés ? Pour être au clair, transgresser, c'est, si on s'appuie sur les définitions données par le CNRTL, ne pas respecter une obligation, des règles, aller contre ce qui est habituel et ce qui semble naturel, aller au-delà d'une limite, ou encore sortir d'un cadre donné. On oppose à la transgression le fait de se soumettre, d'obéir. L'inverse de la transgression, c'est la norme à laquelle on se conforme, le cadre dans lequel on se confine. Pour réfléchir donc à cette question norme-transgression dans la K-pop, intéressons-nous d'abord aux aspects qui font de la K-pop un genre musical cadré et normé. Pour ça, on va voir dans quel contexte ce genre musical naît et se développe côté pouvoir public, industrie musicale et influence culturelle. Commençons donc avec l'histoire politique de la K-pop. On peut prendre en compte de nombreux éléments pour expliquer l'arrivée de la K-pop d'un point de vue politique, mais ici et pour l'instant, on prendra en compte 3 éléments. La crise financière asiatique de 1997, Kim Jong-sam et la démocratisation de la Corée du Sud. À partir des années 70, la Corée du Sud et l'Asie du Sud-Est de manière générale connaissent une croissance économique forte. Envieuse de se placer de la même façon que le Japon comme une puissance économique influente sur la scène internationale, la Corée du Sud, mais aussi la Thaïlande, la Malaisie ou encore Taïwan, vivent une industrialisation rapide. Côté Occident, ça rend les choses intéressantes. En effet, là où l'Asie du Sud-Est connaît une croissance en hausse, en Europe et aux États-Unis, la croissance est faible, un peu stagnante. Alors qu'en Asie du Sud-Est, il y a de quoi investir, spéculer, d'autant plus que le taux de change est très avantageux côté occidental. Alors on contracte des prêts, on veut construire des bureaux, on investit dans la bourse. Sauf que, à force de spéculer, un jour, la bulle éclate et c'est la panique. Les investisseurs veulent tous vendre leur part et l'Asie du Sud-Est plonge dans la crise de 1997. Il faut alors trouver un moyen de remonter la pente, de profiter d'un pays maintenant industrialisé pour renflouer les caisses. C'est là qu'intervient Kim Jong-sam et son plan pour la K-pop. En s'intéressant à ce genre musical et à l'apport de la culture coréenne pour l'économie du pays, il va permettre à la Corée du Sud de devenir une puissance reconnue à l'échelle mondiale. Bon, là vous vous dites peut-être, d'accord, GG à lui, mais c'est qui Kim Jong-sam ? Pour vraiment comprendre qui il est et pourquoi c'est lui, à ce moment-là, qui s'intéresse à la K-pop, il faut qu'on s'intéresse au contexte de son élection. En 1987, 10 ans avant la crise financière asiatique de 1997, la population coréenne proteste contre le régime politique du pays. Les manifestations démocratiques de juin, comme on les nomme, ont pour revendication la fin des régimes autoritaires successifs que connaît le pays depuis la fin des années 40 et la mise en place d'élections présidentielles directes. Ces protestations mènent à la création de la 6ème République et, couplées à la tenue des Jeux Olympiques dans le pays en 1988, à l'ouverture de la Corée du Sud sur le monde. Ce contexte favorise aussi un peu l'assouplissement des contraintes d'un secteur culturel qui devait jusque-là faire face à un régime de censure. Le premier président civil de la 6ème République est, on y revient, Kim Jong-sam, un homme politique du Parti démocrate libéral qui s'inscrit dans la lignée des revendications des manifestations de 1987. L'objectif de son mandat, de 1993 à 1998,
est de démocratiser et de moderniser la Corée du Sud. Moderniser la Corée, ça passe par exemple par la lutte contre la corruption. Ou, et ça c'est plus pour l'anecdote, par la construction de nouvelles infrastructures ferroviaires. En effet, en 1994, Kim Jong-sam reçoit François Mitterrand en Corée du Sud, la première visite officielle d'un président français dans le pays. L'objectif ? Convaincre la Corée du Sud d'utiliser la technologie française pour la construction de son premier TGV coréen, le KTX. Et c'est bien finalement la technologie française qui sera utilisée. Mais en dehors des trains et de la lutte anticorruption, et pour en revenir à nos moutons, moderniser le pays et lui faire gagner une place plus importante sur la scène internationale, surtout au moment où la crise éclate, ça passe aussi par la K-pop. Bon, en vrai, c'est plus large que ça. L'idée plus globale de Kim Jong-sam au moment de la crise financière de 1997, c'est de donner au pays une place économique et culturelle plus importante sur la scène internationale. En gros, sa stratégie, c'est celle du soft power, c'est-à-dire de développer un pouvoir d'influence sur la scène mondiale à travers la musique coréenne, mais aussi les films ou encore les K-dramas, les séries coréennes. Il fournit ainsi des moyens politiques et économiques pour que la K-pop se développe au maximum, en incitant par exemple les chaebols, un ensemble d'entreprises très puissantes en Corée du Sud, à financer le secteur culturel. C'est donc la sphère politique et le secteur des entreprises coréennes qui permettent en grande partie à la K-pop de se développer. Tiens, d'ailleurs, le phénomène de soft power propre à la Corée du Sud a un nom, que vous connaissez peut-être déjà, Hallyu. En d'autres termes, la vague coréenne. Cette vague atteint d'abord les pays asiatiques frontaliers, puis s'étend progressivement dans le monde entier. Le pari de Kim Jong-sam est donc complètement réussi. Progressivement, la vague coréenne a fait son chemin, et la K-pop a quitté son statut marginal pour devenir un des genres de musique les plus écoutés au monde. Pour vous donner une idée du succès qu'est la K-pop, voici quelques chiffres donnés par le journal Les Échos dans un article paru en 2022. Le lien de l'article sera bien sûr, comme pour toutes les sources utilisées, accessible dans la description de la vidéo. Alors, la K-pop, en 2021, c'est 157 millions de fans, et un genre musical si apprécié dans le monde que la maison de disques Hybe, dans laquelle se trouvent des artistes comme BTS, Elite ou le Seraphim, se place comme la 4e maison de disques au monde en termes de chiffre d'affaires. Et c'est vraiment pas rien quand on sait que les 3 premières maisons de disques sont toutes américaines. Bref, la vague coréenne a tellement bien fonctionné qu'aujourd'hui tout le monde ou presque a déjà entendu parler d'au moins une chanson ou d'un groupe de K-pop, d'une série ou encore d'un film coréen. Tout cela n'est donc pas un hasard, mais bien une stratégie politique menée à partir des années 90 et qui réussit brillamment son pari. Maintenant qu'on a vu que la K-pop est un projet pensé politiquement, on a aussi besoin de connaître le rôle que l'industrie musicale coréenne a joué dans son essor. Parce que pour avoir des clips aussi beaux que ça, des chansons aussi bien produites que ça, et des tenues aussi variées et à la pointe de la mode que ça, il faut un certain budget. Et pour que les groupes de K-pop sortent des chansons aussi impeccables vocalement et chorégraphiquement que ça dès leur premier single qu'on appelle Debut, et qu'elles sachent s'exprimer à l'oral en interview comme sur scène, comme si elles faisaient ça au quotidien, il faut mettre en place un cadre qui leur permet de s'entraîner pendant plusieurs années avant de se faire connaître du grand public. Ça tombe bien. Ce qu'on appelle les Big Three, les 3 gros, ont de quoi apporter le budget nécessaire, fournir le cadre pour entraîner les futurs idols, le nom qu'on donne aux artistes de K-pop, et utiliser leur expertise pour pénétrer le marché mondial. Ces Big Three, ce sont les 3 maisons de disques qui ont eu le monopole pendant longtemps sur le marché musical coréen. SM Entertainment, YG Entertainment et JYP Entertainment. Les 3 agences naissent dans les années 90 et cherchent à conquérir une nouvelle cible, la génération Shinsedae. Cette génération regroupe les individus qui sont nés autour des années 70, au moment où le pays s'industrialise et s'enrichit. Ils sont donc plus à l'aise financièrement que les générations précédentes. Devenus adultes dans les années 90, ils deviennent une nouvelle cible pour l'industrie musicale coréenne parce qu'ils ont donc les moyens financiers de s'acheter des produits culturels. L'agence SM Entertainment est créée en 1995. Son créateur, Lee Soo-man, part aux États-Unis dans les années 80
pour étudier le génie informatique. Il en revient les idées et les étoiles plein la tête. Si la chaîne de télévision américaine MTV arrive à mettre en lumière des superstars qui savent chanter et danser, pourquoi ne pas faire pareil en Corée du Sud ? Pour parvenir au résultat qu'il souhaite, Lee Soo-man met en place un système de production d'idols, donc encore une fois de stars de la K-pop. Une préparation complète de l'artiste qui lui permettra de passer de trainee à artiste accompli. Parce que c'est SM Entertainment qui met en place ce modèle trainee idol qui sera reproduit dans toutes les autres agences de K-pop, et parce qu'il arrive à faire connaître dès ses premières années de création la K-pop avec des groupes comme H.O.T ou BoA, Lee Soo-man est considéré comme une figure pionnière de la vague coréenne. YG Entertainment est fondé pour sa part un an après SM Entertainment, en 1996. L'agence suit un modèle de management similaire à SM Entertainment. Avec des groupes comme Big Bang ou Blackpink, Yang Yoon-suk, le fondateur de YG Entertainment, réussit rapidement à donner à sa maison de disques une réputation d'innovation. Enfin, JYP Entertainment est créé en 1997 par Park Jin-young, que vous connaissez aussi peut-être justement sous le nom de... La JYP Family, c'est-à-dire l'ensemble des artistes qui font partie de l'agence, est notamment composée des groupes Twice, Stray Kids et ITZY. Ces Big Three, YG, SM et JYP Entertainment, ne sont aujourd'hui plus seulement des maisons de disques, mais bien des entités géantes qui ont élargi leur activité au divertissement de manière plus large. Bon, par contre, parler des Big Three aujourd'hui a moins de sens qu'à l'époque, car d'autres maisons de disques ont su les concurrencer depuis. Je pense par exemple à Big Hit Music, l'agence d'un petit groupe de 7 personnes appelé BTS. Big Hit fait d'ailleurs partie depuis 2021 de l'entité Hybe, qui comprend aussi le label Adore, celui de New Jeans jusqu'il y a peu. Très peu. Bon, ok, mais je vais vous parler d'un processus bien particulier mis en place par le créateur de SM Entertainment pour transformer les trainees en idols. Ça consiste en quoi ? Pour ceux qui s'y connaissent déjà en K-pop, cette partie de la vidéo n'est pas une surprise, vous le savez sûrement déjà. Mais pour ceux qui n'y connaissent rien, voilà comment ça se passe. Le processus pour devenir une idol, donc une star de K-pop, est très normé. Pour intégrer une agence, il faut d'abord passer des auditions. Puis, si on est sélectionné en tant que trainee, on aura un planning chargé pour les mois et même le plus souvent les années à venir. L'entraînement consiste en des leçons de chant, de modeling, de danse, d'acting. Puis, si l'agence considère que notre entraînement arrive à sa fin, on est placé dans un groupe et on nous assigne un rôle précis au sein de ce groupe. D'ailleurs, parfois, on passe les auditions pour faire de l'acting et on finit par devenir chanteuse dans des groupes de K-pop les plus connus au monde. C'est par exemple le cas de Jisoo de Blackpink. D'ailleurs, prenons l'exemple de quelques membres de ce groupe, donc Blackpink, constitué de 4 membres, pour voir les rôles qui peuvent être attribués à chaque personne d'un groupe. Jisoo est par exemple lead vocaliste, on pourrait dire dans l'idée deuxième chanteuse principale, et visuel, c'est-à-dire la personne qui rayonne pour sa beauté. Elle est l'image esthétique du groupe. La notion de beauté est importante en Corée du Sud et dans la K-pop. Rosé, de son côté, est main vocaliste, on pourrait donc dire première chanteuse principale, et lead dancer, deuxième danseuse principale. Bon, en fait, c'est assez dur de vraiment traduire et comprendre la différence entre lead vocaliste, lead rappeur et main vocaliste, main rappeur. En tout cas, chaque membre a un rôle qui lui est attribué. Tiens, autre aspect sur les futurs idols. L'entraînement et ou l'intégration dans un groupe peut commencer très jeune. L'idol Haein a par exemple intégré le groupe New Jeans à 14 ans. Et vous connaissez peut-être Na-eun, une petite fille qui s'est fait connaître dès ses 9 ans et qui a par exemple dansé à l'occasion des Melon Music Awards de 2019, une cérémonie prestigieuse de remise des prix pour la musique coréenne. En tout cas, après plusieurs années en tant que trainees anonymes, vous pouvez littéralement devenir une star du jour au lendemain, dès votre premier single. En parlant du mot trainees d'ailleurs, c'est intéressant de se pencher sur tout ce vocabulaire spécifique à la K-pop. Idols, debut, comeback, visual, main dancer, lead vocalist, bias. Vous ne connaissez peut-être pas tous les termes si vous n'êtes pas fan de K-pop, mais en gros, les agences de K-pop ont des termes très précis pour décrire chacune des étapes de la carrière d'un artiste, son début et par exemple son premier single, et pour l'aider à le situer côté fan. Un bias, c'est par exemple le membre préféré du groupe pour un fan. En fait, les agences ont un processus de fabrication des artistes très standardisé. Dans la plupart des cas, ce sont les maisons de disques qui choisissent le genre musical et les chansons qu'interprétera le groupe, la façon dont les artistes chanteront et le nombre de paroles qu'ils ou elles auront pour chaque comeback, c'est-à-dire pour chaque sortie de chanson. Ces comebacks, justement, sont très nombreux, ce qui permet aux agences de répondre aux attentes actuelles des audiences en termes de cycle de vie musical.
Créer du nouveau contenu en permanence permet en effet de rester à la page. Et rester à la page, c'est d'autant plus important dans la musique pop et à l'ère d'Internet, où on découvre de nouvelles musiques tous les jours et où la popularité d'un hit s'essouffle vite. Mais il n'y a pas que le nombre de comebacks qui est pensé. La constitution des groupes est elle aussi minutieusement réfléchie. Pour que la K-pop perce à l'échelle mondiale, il faut des artistes qui soient capables de s'adapter au contexte mondial. L'anglais étant la langue internationale, chaque groupe a ainsi au moins un membre issu d'un pays anglophone et ou un ou plusieurs membres qui parlent couramment anglais. De la même façon, la K-pop s'introduit sur le marché asiatique avec des artistes venus de Chine ou de Thaïlande par exemple. Certains groupes sont même parfois subdivisés selon les nationalités des membres. Twice compte par exemple 9 membres, dont 3 de nationalité japonaise, Mina, Sana et Momo. À L3, elle forme ainsi le groupe Misamo. On peut aussi créer un groupe où chaque membre est issu de pays différents. C'est le cas très représentatif du groupe Katseye, fondé par les labels coréens et américains Hybe et Geffen Records, composé de membres aux nationalités suisses, indiennes, sud-coréennes, américaines ou encore philippiniennes. En dehors des nationalités, on peut enfin créer le groupe ultime composé des stars les plus populaires de chaque groupe de K-pop d'une agence. C'est par exemple le cas avec le groupe Super M de l'agence SM Entertainment, composé de membres de NCT, EXO et SHINee. Bref, comme on l'a dit précédemment, chaque membre d'un groupe a son rôle à jouer, qu'il soit visual, main dancer ou lead vocaliste. Mais il a aussi plus globalement une image spécifique qu'il endosse en concert, en interview ou dans les rencontres avec les fans. Certaines idols seront ainsi badass, d'autres mignonnes ou énergiques. Mais c'est aussi le groupe en entier qui a un concept général à respecter, du type girl crush, donc des femmes badass en gros, rétro ou encore techwear. Pour résumer, chaque maillon de la chaîne de production de la K-pop a un nom et une fonction bien à lui, qu'il s'agisse de l'artiste, du groupe ou du concept qu'il représente. Chaque groupe, chaque idol est ainsi pensé comme partie intégrante d'un star system plus général. Selon les termes que le sociologue Adorno utilisait pour décrire pour sa part l'industrie culturelle dans les années 50-60, la musique et les groupes de K-pop sont ainsi standardisés et stéréotypés, dans le sens où ils sont normés et pensés pour être reproduits, interchangeables et appréciés de beaucoup. La K-pop suit ainsi les normes et les standards des agences qui constituent l'industrie musicale coréenne à travers un modèle bien précis. D'ailleurs, et pour en finir avec cette présentation de l'industrie de la K-pop, les termes idol, donc star ou bias, membre préféré d'un groupe, témoignent d'une stratégie bien pensée par l'industrie. Le terme idol, par exemple, crée une distance avec l'artiste qui devient une star inaccessible. Le mot bias crée au contraire une dynamique de sympathie, d'affection. Ainsi, assister à une rencontre avec son membre du groupe préféré ou obtenir des photos exclusives de ce membre dans un des coffrets contenant le CD du groupe, c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur, c'est unique, rare. De ce fait, l'industrie de la K-pop parvient à conserver des rentrées d'argent très importantes via la vente de CD, un support de musique pourtant aujourd'hui laissé de côté dans de nombreux autres pays. Mais en mobilisant également les fans sur les plateformes numériques, en organisant des lives dans lesquels les fans peuvent interagir avec les membres et en les motivant à faire exploser le compteur de vues des clips musicaux, la K-pop parvient aussi à battre des records sur les plateformes numériques. Si on reprend la grille d'analyse des industries culturelles de Bernard Miège, chercheur en sciences de l'information et de la communication, la K-pop parvient ainsi à conserver les avantages de deux modèles à la fois. D'un côté, le modèle d'édition, basé sur la vente de biens physiques, les disques, de l'autre, le modèle de flow, à travers la diffusion de biens immatériels, les musiques diffusées sur les plateformes numériques. En gros, réussir à faire de gros bénéfices et via la vente de disques et via les plateformes numériques, c'est le rêve de toutes les industries musicales du monde, et c'est ce que l'industrie de la K-pop parvient à atteindre haut la main. Bon, on a vu que la K-pop est née de l'émergence d'une industrie musicale au processus de production et de promotion très normé, et qu'elle s'est notamment développée à l'aide d'une impulsion politique réfléchie. Voyons à présent le dernier point qui me permet de placer le cadre de création de la K-pop, la culture musicale américaine et son influence. Jusque-là, j'ai déjà pu citer rapidement des éléments du système de production musicale coréen qui font penser aux États-Unis. Le statut d'idol, par exemple, est similaire au star system hollywoodien. La constitution de groupes qui savent chanter et danser est semblable aux boys bands et girls bands des années 90-2000. Et les artistes de K-pop portent aussi des tenues à l'avant-garde de la mode, comme c'était là aussi le cas pour le R&B et le hip-hop des années 90-2000. Tout ça, ce sont des points similaires sur la forme entre guillemets entre la K-pop et la musique populaire américaine. Mais côté fond, on va dire, c'est-à-dire côté purement musique, quel rôle ont joué les États-Unis sur la K-pop ? En fait, avant même de parler spécifiquement des États-Unis, c'est intéressant de voir que la musique occidentale a été une source d'inspiration pour les Coréens depuis plus longtemps que ce qu'on pourrait imaginer.
La musique traditionnelle coréenne est souvent assimilée à la musique nationale kugak en coréen. Cette musique nationale regroupe plein de sous-genres musicaux, plein de façons de faire de la musique, que ce soit pour des rites politiques ou religieux, pour travailler son intellect et sa culture, ou pour le simple plaisir d'écouter de la musique. À ce moment-là, c'est-à-dire sous la dynastie coréenne Chosun, qui règne de la fin du XIVe siècle à la fin du XIXe siècle, chaque catégorie de la société a un peu sa musique de prédilection. Par exemple, Chonggak, c'est le genre de musique écoutée par les aristocrates, et Nonggak, la musique des fermiers. Mais c'était possible que des musiques populaires soient jouées aux élites, et à l'inverse que des musiques associées à ces élites soient appréciées du peuple. À ce moment-là, donc sous la dynastie Chosun, la musique coréenne se distingue de la musique occidentale par plusieurs aspects. Par exemple, par le choix de ses instruments. Le tambour jangu accompagne notamment le récit chanté du panzori, une musique traditionnelle coréenne, là où on joue du piano ou du violon en Europe. Les mélodies sont aussi différentes. Elles sont jouées en Corée dans la gamme pentatonique, une gamme de 5 notes, et non diatonique, 7 notes, comme en Europe. L'approche même de la musique est différente. Là où les romantiques européens, quand je dis romantique, je parle bien de Chopin et de Liszt, pas de Ryan Gosling ou de Julia Roberts. Bref, donc là où les romantiques européens considèrent la musique comme un élément qui se suffit à lui-même et se contemple en silence, la musique coréenne s'accompagne d'un contexte, de narration, de danse. La musique nationale, dite donc kugak, réunit ainsi tous les genres musicaux qui constituèrent la musique coréenne avant l'influence de la musique occidentale à la toute fin du XIXe siècle, c'est-à-dire à la fin du règne de la dynastie Chosun. Et tenez-vous bien, parce que l'un des pays qui a le plus amené la musique occidentale en Corée n'est même pas occidental. Si les missionnaires chrétiens occidentaux ont joué un petit rôle dans l'acculturation à la musique occidentale, ce sont en effet les Japonais qui, en colonisant la Corée à la suite de son annexion en 1905, ont importé les genres musicaux européens tels que la chorale ou l'opéra. C'est donc d'abord à travers les élites japonaises qui persuadent les élites coréennes d'amener cette sorte de nouvelle technologie occidentale dans le pays, puis à travers le peuple coréen dont l'oreille s'y est habituée, que la musique nationale coréenne est progressivement délaissée au profit de la musique occidentale. On incite ainsi ses enfants à jouer du piano et du violon plutôt qu'à jouer d'un instrument traditionnel coréen. Le kugak, cette musique traditionnelle coréenne, devient ainsi, de génération en génération, de plus en plus étrangère aux oreilles des Coréens. En 1945, la Seconde Guerre mondiale s'achève et la Corée du Sud est libérée de la colonisation japonaise. Ce qui ne veut pas dire qu'elle est enfin libre de toute ingérence étrangère, parce que suite au partage de la Corée entre les forces soviétiques au nord et les pays occidentaux au sud, la guerre de Corée éclate. Au nord, la République populaire démocratique de Corée est soutenue par la Chine et l'URSS. Au sud, les États-Unis, qui ne veulent surtout pas que la République démocratique de Corée tombe dans les mains des communistes, leur apportent leur soutien militaire. On a donc la République populaire démocratique de Corée au nord et la République démocratique au sud. À l'issue de la guerre de Corée qui dure de 1950 à 1953, les deux Corées se séparent et une zone démilitarisée marque cette séparation. L'armistice est donc signé, mais la Corée du Sud est ruinée. Les États-Unis leur prêtent alors main forte économiquement, tout en amenant avec eux leur modèle de société et leur culture, dont leur musique. Dès les années 1950, l'AFKN, une chaîne de radio et de télévision à destination des militaires américains basés en Corée, est installée sur la péninsule. Chaque habitant américain ou coréen peut donc en profiter. L'AFKN propage ainsi la musique pop américaine dans de nombreuses maisons coréennes. Puis, dans les années 60, des artistes coréens imitent les stars américaines de jazz, de blues et de swing dans des shows à destination des militaires américains de la garnison de Yongsan. Yongsan, c'est un district de Séoul situé à proximité d'Itaewon, le quartier dans lequel les militaires américains viennent faire la fête dans les bars et les clubs. En gros, les Américains sont hébergés à Yongsan et viennent faire la fête à Itaewon. Pour revenir sur cette histoire de chanteurs et chanteuses coréens et coréennes qui imitent les stars américaines, les chanteuses coréennes appelées Kim Sisters, par exemple, sont repérées en chantant devant les troupes américaines, ce qui les propulse sur la scène américaine où elles feront carrière pendant 20 ans. Leurs chansons passent aussi à la radio coréenne et deviennent populaires dans le pays. Puis, au début des années 70, c'est le rock à l'américaine qui devient à la mode dans le quartier d'Itaewon. Quartier encore assez fermé à cette époque, déjà parce que la majorité des personnes qui viennent faire la fête sont les Américains et les Coréens qui savent parler anglais. Mais aussi parce que cela reste un endroit assez glauque, où drogue et prostitution sont de mise.
Bref, alors que le rock bat son plein à Itaewon, le 7 juin 1975, Park Chung-hee, président du régime autoritaire en vigueur, décide de purifier la musique pop. De nombreuses chansons sont alors bannies, dès qu'elles parlent de drogue ou de révolution. Les stars coréennes ont également interdiction de porter des noms de scène en anglais. En fait, globalement, l'idée est de s'éloigner de l'américanisation de la Corée du Sud. Park Chung-hee est assassiné en 1979, et je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais en parallèle, quelques années plus tard, les Jeux Olympiques de 1988, qui arrivent un an après les révolutions de juin 1987, mettent la lumière sur la Corée du Sud dans le monde entier. Le quartier d'Itaewon est lui aussi mis en lumière, apprécié pour sa vitalité. Mais il est aussi critiqué pour le manque de diversité qui en fait un quartier majoritairement dédié aux Américains, et l'atmosphère sordide liée à la prostitution et à la drogue reste un autre point noir. Alors, il est temps de le moderniser. Fini les excès, la prostitution, la drogue et les bars dédiés principalement aux militaires américains. À partir des années 90, les clubs d'Itaewon deviennent un milieu multiculturel où le hip-hop américain fait bouger aussi bien les Américains que les Coréens. Ces Coréens sont pour beaucoup de la génération Shinsedae, dont j'ai parlé tout à l'heure, vous vous souvenez? Cette génération qui est née dans les années 70, et qui a donc aussi grandi avec la radio et la télé américaine de la FKN, et les clips musicaux de R&B et de hip-hop. Et s'il y a bien un endroit où écouter du hip-hop et découvrir les futurs hits, c'est bien le club Moonlight. Cet endroit, c'est The Place to Be pour des futurs grands noms de l'industrie musicale coréenne. Dans le lot, il y a par exemple Yoon Jin-young, le premier artiste signé chez SM Entertainment, ou encore Yang Yoon-suk, le fondateur de YG Entertainment. Ah bah tiens, la boucle est bouclée. La naissance de l'industrie de la K-pop et l'univers hip-hop et R&B américain se rejoignent. Et c'est bien ces genres musicaux qui seront les inspirations de base des premiers groupes de K-pop dans les grosses agences comme YG Entertainment. Donc voilà, à ce moment de la vidéo, voilà ce qu'on sait. On sait que la K-pop est née de l'impulsion d'une industrie musicale dont ses acteurs les plus importants, les fondateurs des Big Three, se sont inspirés de la musique populaire des États-Unis. On sait aussi que ces maisons de disques ont un modèle de management très précis avec leurs idols qui doivent suivre des entraînements et des règles strictes. Enfin, on sait que les entreprises coréennes puissantes, les chaebols, vous vous souvenez, et la sphère politique ont permis à la K-pop de se faire connaître à grande échelle en les soutenant financièrement notamment. Ok, mais du coup, quel espace il y a alors pour la transgression, pour le nouveau, pour l'inédit, si tout a été imaginé dans un cadre politique précis, géré par une industrie musicale stricte, tout en puisant l'inspiration dans la musique populaire américaine, déjà dominante dans le monde à cette époque? Comment la K-pop peut-elle être vue comme un genre de musique niche, innovant, hors des normes, et même un genre de musique qui se démarque de la musique américaine aujourd'hui? Eh bien, peut-être que je ne vous ai pas encore tout dit sur la K-pop. Tiens, par exemple, je vous ai déjà parlé de la génération Shinsedae plusieurs fois dans cette vidéo. Mais il y a un point que j'ai peut-être mis de côté quand j'en ai parlé. La rupture générationnelle. Ce que l'on considère être le premier groupe de K-pop, Sotajian Boys, est créé en 1991. Je précise qu'il existe avant la création des Big Three. Ce groupe est le symbole, la quintessence de la génération Shinsedae. Bon, pour l'instant, ce que je vous ai dit de cette génération, c'est qu'elle est née dans les années 70 avec un meilleur capital économique que les générations précédentes, une ouverture sur le monde et un intérêt particulier pour les émissions et les shows à l'américaine. Mais c'est aussi et surtout une génération qui a des choses à dire sur sa société. Sotajian Boys parle en effet frontalement des failles de la société coréenne dans laquelle ils vivent, et notamment d'un système éducatif extrêmement compétitif et angoissant. Pour rappel, avant les manifestations de juin 1987 et l'arrivée au pouvoir de Kim Jong-sam en 1993, celui qui fera de la K-pop un élément de la vague coréenne, les régimes politiques autoritaires se succèdent. À cette époque, ils instaurent une éducation stricte et élitiste, où le statut social est défini par l'université dans laquelle on est sélectionné. Et ça rigole vraiment pas. Il y a des classes dites de gagnants, Undungban, et des classes de perdants, Yoldungban. Les élèves sont également incités à reporter à leurs professeurs tout élève ayant un mauvais comportement, et les mauvaises notes mènent à des punitions. Lorsque Kim Jong-sam arrive au pouvoir, l'éducation se modernise, et ces modes de punition et d'éducation disparaissent. Mais la pression liée aux études reste.
Les parents incitent ainsi leurs enfants à donner leur maximum pour être intégrés dans une université prestigieuse. Ça implique des cours du soir, une pression constante et une vie qui tourne autour des études. Cette pression sociétale autour de l'éducation est ainsi relatée dans des chansons de Sotaji and Boys comme Classroom Idea. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que le succès du groupe est tel qu'il amènera à imaginer une autre voie que celle des études pour réussir dans la vie, la chanson. Du coup, les parents incitent soit à travailler dur pour les études sup, soit à travailler dur pour devenir un artiste talentueux. Dans le morceau Regret of the Times de 1995, c'est l'incompétence du gouvernement que le groupe attaque. En réaction à cette chanson, le comité d'éthique de la radiodiffusion coréenne demande à ce que le groupe modifie ses paroles avant sa sortie. Finalement, la réaction des fans envers le comité a été si forte qu'elle a participé à l'abolition du système de pré-censure en 1996. Quand on parle de pré-censure, on parle de censure de la chanson avant sa sortie. Donc, si on résume, le trio considéré comme le premier groupe de K-pop fait tout ce qu'il y a de plus transgressif à travers les thèmes qu'il évoque. Sotaji and Boys défier le gouvernement, la société, la censure, la norme. Le groupe transgresse aussi les codes de la société conservatrice coréenne en suivant ceux de la culture musicale américaine, plus directe, plus libre et plus inédite que les ballades coréennes et la musique populaire coréenne dite Pangjak, dont les rythmes plus lents et les paroles moins provocatrices lassent les nouvelles générations. Ah oui, et d'ailleurs, vous savez qui fait partie de Sotaji and Boys ? On en revient une nouvelle fois à Yang Yoon-suk, le fondateur de YG Entertainment. Oui, parce que quand il venait au Moonlight Club dans les années 90, c'était justement avec son groupe. Et d'ailleurs, à part lui, vous savez qui fait aussi partie de la génération Shinsedae ? Park Jin-young, le fondateur de JYP Entertainment, qui était chanteur lui-même avant de créer son agence. Il serait donc trop simple de dire que la K-pop n'est née que des volontés d'une sphère politique de remonter la pente après la crise de 1997. Oui, c'est en partie ça. Mais c'est aussi le désir de toute la génération Shinsedae de faire entendre sa voix par la musique en s'inspirant certes de la musique populaire américaine, mais en s'en servant surtout d'un outil pour évoquer ses propres problématiques. Et en y ajoutant d'ailleurs sa touche musicale caractéristique, celle qui rend la K-pop si unique, ça ne vous inquiétez pas, on en parlera tout à l'heure. Alors on pourrait se dire, très bien, la K-pop à la base c'est provocateur, c'est transgressif, mais c'est plus trop le cas maintenant. La K-pop, ça a changé. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, la K-pop est devenue un genre plus admis, peut-être moins provocateur. Mais des artistes de K-pop qui parlent du sujet politique ou sociétaux, en fait il y en a encore. À commencer tout simplement par le groupe de K-pop qui a fait connaître ce genre musical à des millions de personnes dans le monde, BTS. Dès le début de leur carrière en 2013, les 7 membres du groupe n'ont pas hésité à évoquer des sujets qui leur tiennent à cœur. Dans No More Dream, ils parlent par exemple de l'angoisse du chemin tout tracé pour les étudiants coréens qui ne peuvent avoir comme seul rêve que d'intégrer une université de renom et qui ne doivent avoir qu'un seul quotidien, celui de travailler sans relâche. Depuis Sotaji and Boys, les choses n'ont en effet pas trop changé en termes de pression dans le système éducatif coréen. Le test du Suneung en est un bon exemple. Ce test d'aptitude scolaire nationale qui détermine à quelles universités les étudiants peuvent prétendre est si important que le pays se met à l'arrêt le jour de l'examen. Par exemple, les avions ont interdiction de circuler sur une plage horaire déterminée. Les chantiers sont suspendus afin d'éviter le bruit et les horaires des entreprises sont modifiés afin d'éviter les embouteillages sur la route. Dans des chansons plus récentes, BTS évoque aussi les difficultés qu'ils rencontrent dans leur vie d'idole qui semblent parfois leur échapper. C'est le cas de la chanson Run. BTS parle aussi beaucoup de santé mentale, un sujet très tabou en Corée. Le groupe suit ainsi les pas de Sotaji and Boys sur plusieurs aspects, tant dans son énorme succès que dans sa volonté d'expérimenter et de lever le tabou sur de nombreux sujets. BTS a d'ailleurs repris certaines chansons de Sotaji and Boys avec le chanteur du groupe. Bon ok, et en dehors de BTS ? À part BTS, on a d'autres groupes qui parlent de santé mentale, comme The Rose dans She's in the Rain, ou de pression sociétale liée aux études comme Hyo et Bibi dans Second. Et des groupes comme Mamamoo et G-Idol défient les standards imposés aux idoles féminines, comme leur tenue vestimentaire, leur façon de s'exprimer et de se comporter, ou encore les standards de beauté qu'on leur impose. Wassa, membre de Mamamoo, parle d'ailleurs beaucoup de cette dernière thématique, celle des standards de beauté, dans des interviews ou en chansons. Dans la K-pop, on parle ainsi de santé mentale, de critères de beauté inatteignables et aussi, comme au début de la K-pop, d'un système éducatif coréen oppressant.
Donc encore une fois, même si la K-pop s'est inspirée des codes de la musique populaire américaine, ça a été souvent pour parler de leurs problématiques, de leurs conflits générationnels, ou même des moyens de formuler des critiques vis-à-vis du modèle et du gouvernement coréen. Mais ce n'est pas le seul aspect qui montre que la K-pop est plus qu'un genre musical au mode de production normé. On ne peut pas parler de K-pop sans parler, en effet, de marginalité. Et c'est là, je pense, qu'on en vient au cœur de cette impression que la K-pop est un genre de niche, marginal. Parler de K-pop comme un genre musical qui n'a explosé que parce qu'il a été soutenu par la sphère politique et l'industrie musicale coréenne serait complètement omettre, en plus de la génération Shinsegae, un autre élément constitutif essentiel de son essor, les fans. Bien sûr, pour que la K-pop fonctionne, il faut déjà des fans en Corée du Sud. Mais pour que le succès devienne international, il faut aussi des fans internationaux. Ces fans internationaux ne concernent, en tout cas lors des débuts de la K-pop, pas n'importe quelle catégorie de personnes. Les acteurs principaux de la popularisation de la K-pop dans le monde sont en effet les communautés marginalisées, comme la diaspora asiatique ou les minorités ethniques. En opposition à la culture américaine perçue comme hégémonique, c'est-à-dire qu'elle est vue comme une forme de domination, de suprématie, les fans de K-pop participent à faire connaître ce nouveau genre de musique qui met à leurs yeux, enfin à l'honneur, une nouvelle façon de performer, de chanter, de faire de la musique. Mais plus qu'un nouveau genre de musique, c'est un autre pays, et à travers lui, un autre continent, une autre culture, une autre façon de penser et d'agir qui attire les communautés marginalisées qui soutiennent ce genre musical. La popularité de la K-pop témoigne ainsi de la volonté de ces communautés et d'une génération tout entière de découvrir autre chose, de mettre en avant plus de représentation du monde et des humains. Les physiques coréens, et asiatiques de manière générale, vu que les idols ne sont pas toutes et tous coréens, sont mis en lumière. Il y a aussi les idols qui possèdent plusieurs nationalités, qui deviennent un modèle auquel de nombreuses personnes peuvent s'identifier. Si ces représentations peuvent donc être liées à la nationalité, à la culture ou à la langue par exemple, ce sont aussi des nouvelles représentations de la beauté et de ses standards qui sont mises en lumière, notamment chez les hommes. Dans la K-pop, les hommes se maquillent, prennent soin d'eux et de ce qu'ils portent. Ils peuvent aussi chanter des chansons au concept cute, mignon par exemple. Ces éléments vont à l'encontre des imaginaires de virilité occidentaux, ce qui fait de la figure du flower boy, un homme doux aussi physiquement que dans sa façon de se comporter, un nouveau modèle de masculinité pour les audiences internationales. En tout cas, pour réaliser leurs objectifs, les fans ne lésinent pas sur les moyens et se servent des réseaux sociaux comme d'un véritable moyen de propulser la K-pop sur les écrans du monde entier. L'un des exemples les plus utilisés dans cette mobilisation, c'est le stream, le fait de regarder le clip musical en boucle pour augmenter les vues et donc la visibilité de la vidéo. Le titre Idol de BTS a par exemple obtenu plus de 50 millions de vues sur YouTube en 24 heures, un record à sa sortie, en partie grâce à cette méthode. Donc en gros, les fans qui ont fait connaître la K-pop à l'échelle mondiale sont en premier lieu des communautés ultra connectées sur les plateformes numériques qui sont en recherche de représentations nouvelles, éloignées de la culture hégémonique américaine et même occidentale. La K-pop partage ainsi l'histoire de nombreux genres musicaux populaires qui ont d'abord été perçus comme une forme de contre-culture, de musique à la marge. C'est le cas du rock ou du hip-hop aux États-Unis, de la culture punk en Allemagne ou encore de la pop des Beatles au Royaume-Uni. Comme tous ces genres musicaux, la K-pop symbolise l'avènement d'une nouvelle génération, d'un nouveau contexte et d'une nouvelle manière de vouloir façonner le monde. Et de la même façon que ces genres musicaux sont nés grâce à la naissance d'une nouvelle technologie, d'une nouvelle innovation, la K-pop a vu le jour au même moment que les débuts d'Internet et elle s'est donc développée en partie grâce à ce contexte. La dernière chose qu'il me reste à évoquer maintenant, c'est la musique. Parce que oui, bien qu'elle s'inspire à la base de la chanson américaine, la K-pop a aussi apporté quelque chose de nouveau sur la scène musicale. Comme vous avez pu le remarquer au cours de cette vidéo, la Corée du Sud a dû composer avec les ingérences de différents pays, notamment le Japon et les États-Unis, qui ont eu une influence sur sa manière de faire de la musique. Mais il ne s'est pas juste agi de reproduire à l'identique ce que ces cultures avaient amené. Au contraire, la Corée du Sud s'est réappropriée ces cultures en y apportant ses particularités, ses caractéristiques propres. Musicalement, la K-pop n'est donc pas la reproduction à l'identique du hip-hop et du R&B américain, mais plutôt une fusion entre l'influence d'éléments extérieurs et nationaux. Autrement dit, même si la K-pop s'inspire à sa base de la musique populaire américaine, c'est aussi un genre musical qui a su apporter sa nouveauté, ses propres codes et transgresser les attendus dès ses débuts.
Parce que oui, jusque-là, je vous ai dit que les textes des premiers groupes de K-pop étaient inédits, nouveaux, mais qu'en est-il de la musique en elle-même? Eh bien, voici ce qu'a à en dire Tubo Shim, professeur dans l'étude des médias, dans son article Hybridité et essor de la culture populaire coréenne en Asie. L'extrait de base est en anglais, mais voici ce qu'il dit. La popularité de Sotaji and Boys repose sur une hybridation innovante de la musique. Le groupe a mélangé de manière créative des genres tels que le rap, la soul, le rock'n'roll, la techno, le punk, le hardcore et même le punkjak. Petite parenthèse, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le punkjak, ce sont les ballades coréennes. Donc, le groupe a mélangé de manière créative des genres tels que le rap, le punkjak, et a inventé une forme musicale unique qui n'utilise le rap que pendant les couplets et chante les refrains dans un style pop, avec des mouvements de danse dynamiques. Chacun de leurs albums était en soi une expérimentation musicale. Dans le premier album, ils ont montré comment le rap coréen sonnerait. Dans leur deuxième album, ils ont expérimenté un croisement entre la musique haute et basse. Quand on dit haute et basse, c'est élitiste et populaire, en invitant le percussionniste traditionnel coréen Kim Dok-soo et le saxophoniste de jazz moderne Lee Jung-sik à jouer pour l'enregistrement de leur album. À partir de leur troisième album, ils sont devenus vocaux, en envoyant des messages sociaux, avec une tentative de gangsta rap. Depuis Sotaji, le syncrétisme d'un large éventail de genres musicaux dans un seul album est devenu courant en Corée. Il en résulte un style pop hybride, mais typiquement pop coréen. Voilà, la citation est terminée, à moi de reprendre. Ce qui rend donc la K-pop si unique, c'est sa capacité à mélanger les genres musicaux, à expérimenter dans leur hybridation. Ça donne d'ailleurs souvent une structure musicale unique, parfois très surprenante à l'oreille, comme l'un des morceaux les plus connus dans le genre, I Got a Boy, de Girls' Generation. Dans le genre, on a aussi ça. Ce que je trouve beau et qui ferme la boucle selon moi, c'est que l'expérimentation dans la structure musicale était déjà un critère dans la musique traditionnelle coréenne, le kugak. Dans son ouvrage écrit en anglais K-pop, musique populaire, amnésie culturelle et innovation économique en Corée du Sud, le professeur de sociologie John Lee dit à ce propos: l'idée de rythme dans le kugak n'englobe pas seulement les temps, mais englobe aussi des tempi et des dynamiques dans lesquelles le rubato est roi. Malgré la valorisation philosophique de l'harmonie, le système linéaire n'est pas harmonique. La hauteur variable accompagne la transposition libre. Ainsi, pour ceux qui ont été formés à la musique classique européenne, la musique traditionnelle coréenne apparaît déstructurée. Alors vous inquiétez pas, l'important de cet extrait, c'est pas de comprendre tout ce qui est dit, mais globalement, ce que je trouve marquant, c'est le fait de dire que la musique coréenne peut paraître déstructurée, même à l'époque du kugak. Du coup, que ce soit volontaire ou non, surprendre nos oreilles en proposant quelque chose d'inhabituel, de nouveau, d'inédit, me semble faire partie de l'ADN musical coréen. Tiens, en parlant de kugak, de musique traditionnelle coréenne, la K-pop intègre parfois des instruments typiques dans ses chansons. En dehors de la musique à proprement parler, c'est aussi tout l'univers dans lequel la K-pop nous plonge qui la rend unique. Des performances nouvelles en termes de chorégraphie, un budget colossal pour les clips vidéo et pour la mode, là où la pop américaine se dirige de plus en plus vers les visualizers et les atmosphères plus intimes. Vous savez, les visualizers, c'est quand il y a quelques images, avec généralement les paroles, mais ça reste quelques images, quelques scènes, pas un clip entier. Bref, pour en revenir à notre sujet, il y a aussi une langue coréenne qui prend le pas sur la langue internationale anglaise, bien que cette langue reste quand même très présente dans la K-pop, et il y a aussi des émissions et des interviews bien spécifiques à la Corée. C'est tous ces éléments qui font de la K-pop un univers en soi. Mais ce n'est pas que la K-pop en tant qu'ensemble qui est intéressante et nouvelle, le storytelling des groupes de K-pop l'est aussi. Leur concept, leur façon de s'habiller, de chanter, de performer permettent d'étendre un univers fictif qui leur est propre et qui permettent de créer une identité spécifique et cohérente pour chaque groupe. Cette approche holistique, comme certains la nomment, c'est-à-dire cet ensemble d'éléments du storytelling qui forment un tout cohérent, se systématise dans la K-pop, plus que dans aucun autre genre musical populaire. Les teasers des albums et des clips, les tenues des idols dans leurs performances et leur façon globale de promouvoir leur comeback ajoutent une profondeur à l'histoire qui entoure le groupe. La K-pop ne fait donc pas que reproduire la musique américaine ou suivre un cadre normé et fermé. En hybridant les genres et en se créant un univers propre, elle apporte quelque chose de nouveau, de différent face à la musique mainstream à laquelle on s'est habitué. Et comme la musique est un cycle,
Devinez ce qui revient à la mode en ce moment dans la K-pop. Eh bien, d'une façon différente, propre au contexte d'aujourd'hui, le hip-hop et le R&B des années 90 font leur grand retour. Pour finir, la K-pop, c'est un équilibre entre normes et nouveautés. Des normes qui organisent les modes de production musicale, qui créent des artistes hyper performants et qui s'inspirent des genres populaires, et en même temps une volonté de proposer de la nouveauté, d'hybrider les genres, de montrer les particularités de la culture coréenne sur la scène internationale pour laquelle c'est majoritairement nouveau. Bon alors je pensais que cette vidéo allait m'aider à résoudre quelques paradoxes, mais finalement pour moi ça montre juste qu'ils coexistent tous ensemble. En formant les idols de façon standardisée, c'est-à-dire très normée à l'identique, elle apporte pourtant en même temps quelque chose de nouveau sur la scène internationale, avec des shows impressionnants et des idols qui peuvent s'adapter à toutes les situations. En allant à l'extrême de ce qu'est la pop, en cherchant au maximum à créer des rythmes catchy, des phrases qui restent dans la tête, elle parvient à créer de nouvelles structures musicales, d'hybrider les genres, et elle crée de nouvelles façons de faire de la musique. Les fondateurs des Big Three sont en même temps ceux qui se sont basés sur la musique américaine dominante, et ceux qui la concurrencent le plus aujourd'hui. En montrant des idols à la pointe de la mode et de l'apparence, ils ont en quelque sorte suivi les codes américains des superstars adulés et admirés pour leur beauté, tout en proposant de nouveaux standards de beauté et de masculinité. La K-pop est à la rencontre de la musique qu'on écoute plus que jamais sur les plateformes numériques dématérialisées, mais aussi l'un des genres de musique qui vend le plus de supports musicaux physiques, les CD. La K-pop, ce sont des idols intouchables, des stars inaccessibles, mais aussi des personnes que l'on voit au cœur de leur intimité à travers des téléréalités ou des lives. Pour moi, c'est pour ça que la K-pop fonctionne aussi bien. Elle est à la rencontre entre l'ancien et le nouveau, la nostalgie et l'innovation, le traditionnel et le moderne, le cadre et la transgression. Finalement, la K-pop est autant la marque d'une rupture générationnelle qui transgresse la censure et les règles de son pays, qu'un genre musical établi au sein d'une industrie musicale au management très strict. C'est autant une musique qui s'inspire des genres populaires américains que le symbole d'une autre voix face à cette culture américaine dominante. C'est autant le projet des pouvoirs publics et des entreprises coréennes qu'une forme d'art qui parle aux communautés internationales marginalisées. Enfin, c'est autant un genre musical qui se fonde sur la formation standardisée des artistes qu'un espace d'expérimentation musicale. C'est peut-être pour ça qu'on peut autant avoir l'impression d'être face à un genre musical de niche qui sort du cadre qu'une culture mainstream au mode de production très normé. You think about me now.